Encore une bonne prise réalisée par les éléments de la brigade douanière. 2 tonnes d'écailles de pangolais saisies depuis l'ancienne province orientale et acheminées à Kinshasa malgré la résistance de certains services de sécurité. Ces animaux pourtant protégés par des conventions internationales ont été exterminés par des hommes sans foi ni loi. Par cette énième saisie, la douane congolaise lance donc un message fort à tous ceux qui s'illustrent dans les activités commerciales illicites. Mobilisation des recettes non fiscales de l'État, les réformes engagées par la DGRAD dans le cadre de l'appui technique du Fonds monétaire international ont été évaluées au cours d'un tête-à-tête entre les deux institutions pour un meilleur encadrement et ordonnancement de recettes. Fiscalité et développement dans une présentation de Lambert Yuma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Vous avez pris rendez-vous avec nous pour vous informer. Voici votre magazine Fiscalité et Développement spécialisé en traitement professionnel de la question des finances et de l'économie. Une édition qui s'ouvre par la lutte contre la fraude. Les éléments du directeur général d'Urguza Maguera, basé en province orientale, ont saisi 2 tonnes d'écailles de pangolin sous douane et en transit vers l'extérieur du pays. Malgré la résistance complice de certains services de sécurité de la place, une partie de la cargaison frauduleuse, soit 1 tonne, est arrivée à Kinshasa. Dans la capitale aussi, les mêmes services de sécurité ont tenté de récupérer par force la tonne de marchandises. Une marchandise pourtant sous douane. Alors, pourquoi les écailles de pangolin sont-elles interdites d'exportation? Michel Louangui et Étienne Kumba, qui ont accompagné les éléments de la brigade douanière ici à Kinshasa, ont assisté à la récupération de la dite marchandise saisie auprès du transporteur. Ils nous proposent ce reportage. Ces sacs de plus de 50 kilos sont remplis d'écailles de pangolais. Le pangolais est classé parmi les spécimens d'animaux menacés d'extinction dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction CITES. Les marchandises saisies viennent de l'ex-province orientale. Une population de pangolais a été vraisemblablement exterminée pour des mobiles mercantilistes opérés par un réseau non autrement identifié. Au total, 2 tonnes saisies pour une valeur marchande de 2 millions de dollars américains. Sur le marché asiatique, 1 kilo d'écailles de pangolais vaut 1000 dollars américains. Les écailles de pangolais servent à la fabrication de médicaments et surtout des produits aphrodisiaques. Compte tenu de cet enjeu financier qui entoure ces marchés, certains services de sécurité ont tenté en vain de récupérer ces marchandises. Finalement, des éléments de la DGDA province orientale ont réussi à acheminer les produits dans la capitale où les mêmes services se sont interposés. Cela a compté sur la détermination et la ténacité des éléments de la brigade douanière menée par Théodore Arthur Mvwemba Malumba, sous-directeur de la brigade et lutte contre la fraude. L'équipe a fait irruption aux installations du transporteur aérien qui a ramené la cargaison. Les lots récupérés, le convoi quitte les entrepôts. Direction, les bureaux de la brigade douanière où d'autres produits saisis ultérieurement sont stockés. Le sous-directeur Mvwemba Malumba explique. Nous sommes tombés sur cette cargaison depuis la province orientale où on a appréhendé une cargaison de 2 tonnes de pangolais géants. C'est-à-dire, ce qui veut dire 2 tonnes, ça veut dire que c'est un massacre en règle de cette espèce-là à la province orientale. La douane a pris toutes les dispositions pour sécuriser d'abord cette marchandise-là. Déjà au niveau de la province orientale, où il y a eu quand même des interventions pour que cette marchandise-là puisse échapper à la douane. Mais la douane a tenu bon. Nous avons retiré des installations de Serve Air pour assurer, n'est-ce pas, au niveau de la douane, la protection de cette espèce-là. Malheureusement, quand on parle d'écailles, ce sont les écailles. Donc, l'animal ou les animaux ont disparu, malheureusement. Et ça fait vraiment un massacre en règle. Et c'est ici l'occasion pour rappeler à nos compatriotes de faire attention, évidemment, par rapport à nos cultures.
Lorsque c'est pour notre vécu quotidien, nous avons besoin évidemment du produit de la pêche, de la chasse pour vivre. Mais lorsque c'est vraiment dans un but commercial, comme c'est le cas maintenant, où vous avez comme ça abattu des animaux jusqu'à atteindre 2 tonnes d'écailles, donc c'est un appel que nous lançons effectivement. La douane va continuer à faire son travail. Et ça, c'est pour décourager les éventuels... disons des éventuels criminels, si vous voulez, les compatriotes qui se livreraient à de telles actions. Ils trouveront toujours la douane devant eux parce que sur cette question, on ne badine vraiment pas. Les instructions sont formelles. Nous devons mettre la main sur toutes les cargaisons qui concernent les animaux qui sont protégés. La DGDA, avec en sa tête son directeur général, Deorugu Zamaguera, et la brigade douanière, conduite par Pierrette Momo, ne ménageront aucun effort pour décourager fraudeurs, contrebandiers ou trafiquants de marchandises illicites de tous bords. Les contrevenants seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Certaines entreprises publiques ont à leur tête de nouveaux mandataires, et ce depuis le jeudi 13 juillet 2017. Le chef de l'État a nommé des membres des comités de gestion, des conseils d'administration, de la Régie des eaux, de la SNEL et de l'OGFREM. La décision concerne également la SCPT, la CVM, la NAPI, l'AMIBA et le Conseil supérieur du portefeuille. La Sokimo et la Sonahydro sont aussi concernés. Cette décision du chef de l'État tombe au moment où la plupart de ces entreprises connaissent de turbulences notoires. Plusieurs défis sont à relever par les heureux promus. C'est ce que nous dit dans ce papier d'analyse signé Benjamin Yogolelo. Plusieurs défis attendent les nouveaux mandataires des entreprises publiques. Les effectifs pléthoriques constituent un frein à la bonne gouvernance de ces entreprises. Le COPIREP l'avait relevé dans son diagnostic des entreprises de l'État en 2012. Parmi les entreprises pointées du doigt, à l'époque, la Société nationale d'électricité SNEL, la Régie des eaux et la Société congolaise des transports et ports, la SCTP. Ce défi demeure d'actualité aujourd'hui. Professeur Daniel Mukoko Samba, nommé à la SCTP, devra se débarrasser d'au moins 1/5 des effectifs, condition sine qua non de la réussite de son mandat. La mauvaise gouvernance handicape en second lieu la bonne gestion des entreprises. L'affectation des recettes pose problème dans maintes sociétés. L'affaire de 7 millions de dollars à l'ex-Onatra, logé dans un compte chez BGIFI Bank, a défrayé la chronique il y a peu. L'argent devait servir notamment à couvrir les dépenses de rémunération. Seul le DG de l'époque, Kimbembe Mazunga, en avait la mémise. Le compte bancaire est ignoré du PCA et d'autres membres du conseil d'administration. La mauvaise gouvernance des entreprises, c'est aussi les dettes contractées par ces entreprises, comme les créances qu'on leur doit. Une entreprise comme la Régie des eaux doit recevoir de l'État congolais plus de 100 millions de dollars de dettes. L'État congolais doit environ le double à la SNEL. Cette ardoise pèse lourd sur le fonctionnement de la société. Quid de son recouvrement? Visiblement, les services de recouvrement des entreprises publiques sont faibles, ou plutôt, les mandataires nommés par l'État évitent le recouvrement forcé des créances. Faible est aussi le taux de disponibilité des équipements et leur état. L'obsolescence du matériel est notoire, aussi bien à la SNEL, la Régie des eaux qu'à la SCTP. C'est ici le lieu de plaider pour le renouvellement des outils de travail. Les recettes n'augmenteront pas à l'ex-Onatra avec locomotives et trains datant du siècle dernier. Le personnel vieillissant ne contribuera pas non plus à des performances dans la gestion des ressources financières, matérielles et humaines. L'autre handicap des entreprises publiques se caractérise par les réformes préconisées par le COPIREP. Point de mire de ces réformes, la transformation des entreprises en sociétés commerciales. Les employés avaient dit non à la transformation de la Régie des eaux en entreprise de patrimoine et d'exploitation. Une fin de non-recevoir avait été réservée à la même réforme à la SNEL. La privatisation des ports de Boma et Matadi a aussi été rejetée par les agents et cadres de la SCTP. Une délégation du Fonds monétaire international venue de Washington DC aux États-Unis d'Amérique a échangé le mercredi 12 juillet 2017 avec les responsables de la DGRAD. Rassurez-vous, ils n'ont pas emmené à Kinshasa dans leur mallette de l'argent frais et des devises. Cette mission des experts du FMI est plutôt
technique. L'évolution des réformes au sein de cette régie a été au centre de cette rencontre, témoin de l'événement Philo Cholet Bapeke et Landrine Nyangui. Une délégation du FMI conduite par les chargés des missions d'assistance technique du département des finances publiques Patrick Petit séjourne à Kinshasa. Elle passe en revue les plans des réformes des politiques fiscales. Cette mission identifiera également des besoins relatifs en assistance technique des administrations fiscales. Le FMI pourra à ces sujets solliciter les concours d'autres partenaires. La directrice générale de la DGRAD, Maggie Sambi, a indiqué que sa régie, en tant que structure du ministère des Finances, a besoin de l'appui des partenaires pour lui permettre de relever ces défis. Le principal challenge est d'accroître les recettes de manière toujours optimale pour répondre aux attentes du gouvernement congolais. La finalité de notre acte, ce n'est pas la perception des recettes. Nous sommes en train d'accompagner les administrations là où l'État a rendu un service, et si ce service-là donne lieu à une recette, que nous puissions la récupérer avec une bonne réforme, surtout, comment dirais-je, des bons moyens. Si c'est informatisé, à la minute, nous pouvons savoir que tel acte a été perçu à tel niveau, il y a eu combien, et qui doit être transféré logiquement à telle entité. C'est question d'informatisation et l'avantage pour la DGRAD, nous sommes partout. Nous avons eu une délégation du FMI qui est venue à la DGRAD. Ils sont en mission ici, dans notre pays, dans le cadre de la réforme fiscale. Nous avons évalué avec eux le nombre d'actes que nous encadrons, nous DGRAD. Ils nous ont posé des questions sur la diminution. Est-ce qu'on peut encore descendre? Parce que comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes à 365 actes qui concernent plusieurs ministères. Nous avons essayé d'échanger et nous leur avons donné toutes les réponses à leurs préoccupations. Ils ont aussi abordé les points sur la perception de la DGRAD sur cette réforme, comment nous-mêmes qui vivons à l'intérieur, nous la percevons et quelles sont les pistes que nous-mêmes nous suggérons. Et si nous avions un besoin d'assistance technique pour la modernisation de la DGRAD. La DGRAD, régie financière qui encadre les recettes non fiscales de l'État, a besoin de l'appui du FMI et de la Banque mondiale pour atteindre, voire dépasser, ses assignations budgétaires. Découvrons ce communiqué émanant de la Direction générale des impôts. Ce communiqué, lu ici par Prisca Sekada Kinzondi, traite du paiement du premier acompte provisionnel. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que de sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que conformément à la législation fiscale en vigueur, les paiements du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2018, revenu 2017, doit intervenir au plus tard le lundi 31 juillet 2017. Le montant du dit acompte représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2016, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que les défauts ou l'insuffisance de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Un communiqué signé Célie Alagouli, directeur général des impôts. Restons toujours à la DGI. La Direction générale des impôts informe tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations, IPER, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié, IRE, et à taxe sur la valeur ajoutée, TVA, qu'étant donné que l'échéance des souscriptions de déclaration afférentes au mois de juin 2017 tombe un samedi, ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement au plus tard le lundi 17 juillet 2017. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi faite à Kinshasa le 11 juillet 2017
un communiqué signé Sélé Yalagouli. Bientôt la reprise des travaux de construction de la cimenterie de la province orientale. Le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga-Leou, vient en effet d'effectuer une mission dans la ville de Kisangani pour se rendre compte de l'état actuel de cet outil de fabrication de ciment. Une fois relancée, cette industrie pourra desservir en ciment toute la partie orientale du pays. Le ministre de l'Industrie a été accompagné par le directeur général du FPI, Pitebi Kibol Vol. Plus de détails dans ce commentaire de Patience Vumilia Bokole. C'est le lundi 10 juillet 2017 que le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga, qu'accompagnait le directeur général du Fonds de promotion de l'Industrie, Patrice Kitebi, a foulé le sol de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Objectif de la mission, faire l'état des lieux du projet de la cimenterie de la province de la Tchopo afin de les rendre opérationnels. Sur place, le numéro 1 de l'industrie congolaise s'est entretenu avec les autorités locales pour s'imprégner de la situation. Le Premier ministre m'a délégué pour que je vienne d'abord me rendre compte, au regard de l'état des lieux que j'avais fait, que nous puissions nous rendre compte de ce qui existe en rapport avec tout ce qui a été envoyé. Et ensuite, nous rendre aussi compte de ce que l'État devra faire dans un bref délai. Le gouvernement de la République, à travers le Fonds de promotion de l'industrie, va financer la construction du pont et aussi l'ouverture de la route jusqu'au site. En vue de motiver les autorités provinciales à amorcer les travaux de construction de ce projet intégrateur, la délégation a fait une descente sur le site. Visiblement, aucune avancée significative n'a été enregistrée après la pose de la première pierre par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Nous sommes venus nous rendre compte du site et même de l'état de la route et même le pont et les lieux où pourra être construit le barrage pour le besoin de la cause. Et ce projet, c'est un projet intégrateur et qui va donner suffisamment d'emplois aux filles et aux fils de cette contrée. Donc nous avons tous intérêt à d'abord avoir l'espoir. Ici est de rappeler que le coût de travaux des constructions de la Simaïco sont financés par le gouvernement pour un coût total de 250 millions de dollars américains. Retour à Kinshasa et place à présent aux tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de la capitale au samedi 15 juillet 2017. Et c'est avec Philo Cholet Bapeke. Les prix de certains biens et services ont connu une augmentation liée entre autres à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Du côté poulet, au marché de la Liberté, le prix d'un carton de poids 12 est passé de 59 500 francs congolais la semaine dernière à 60 500 francs congolais cette semaine qui vient de s'achever. Au marché central, le même carton de poulet se négocie à 59 500 francs congolais, tout comme au marché Zigida où le prix est passé de 54 800 francs congolais à 59 000 francs congolais. Prix stable à 59 900 francs congolais, par contre au marché Gambela. Pour le maïs, ce produit se négocie à 70 000 francs congolais au marché de la Liberté. Pour un sac et un bol se vend à 1500 francs congolais. Mêmement au marché central, le même sac se vend à 78 000 francs congolais, 82 000 francs congolais au marché Zigida et 1100 francs congolais pour le bol, 80 000 francs congolais les sacs et 1200 francs congolais les bols au marché Gambela. Terminons ce tour d'horizon de prix avec l'huile végétale dont un bidon de 10 litres de marque Oki coûte 26 400 francs congolais au marché de la Liberté, tandis qu'au marché central, il s'est vendu à 26 500 francs congolais, 26 000 francs congolais au marché Zigida et 26 600 francs congolais au marché Gambela. Jetons à présent un regard sur l'indice du taux de l'inflation hebdomadaire du 10 au 15 juillet 2017, tel que collecté et présenté par l'Institut national de la statistique dans ce commentaire de Didi Mavambo Nombo Lopepe.
L'inflation hebdomadaire du 10 au 15 juillet 2017 est de 0,978% au niveau national et 1,545% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 23,702% au niveau national et 23,922% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 48,441% au niveau national et 48,935% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 35,950% au niveau national et 36,815% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix de pains et céréales, des laits et fromages, des huiles importées, de quelques fruits, de sucre, des épices, des produits pharmaceutiques, des examens médicaux, des services médicaux, des meubles et articles d'ameublement, des produits de soins corporels, des services d'hébergement et de restauration, des pagnes, vêtements et chaussures, des matériaux de construction, des pièces de réchange et accessoires de véhicules, des postes récepteurs, de jouets pour enfants, des fournitures scolaires et des sacs de voyage. Et puis, sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi un dollar américain à 1549,07 francs congolais, pendant qu'au samedi 15 juillet 2017, au parallèle, le taux était à 1650 francs congolais, le billet vert, dans la plupart des communes de la capitale, et à 1600 francs congolais. 1660 francs congolais le dollar au centre-ville de Kinshasa, précisément non loin du rond-point Forescom sur l'avenue Lukusa. À l'aéroport international de Ndjili, le billet vert s'est changé à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, plus particulièrement à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le roi dollar valait 1600 francs congolais. À Bukavu, dans le sud Kivu, ainsi qu'à Goma, dans le nord Kivu, le billet vert s'est négocié à 1620 francs congolais. Dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le dollar s'est changé à 1600 francs congolais. Et à Kikwit, dont le Kwilu, un dollar valait 1630 francs congolais. Chikapa, dans la province du Kasaï, la devise américaine s'obtenait à 1550 francs congolais. Le cap de 1600 francs congolais pour un dollar américain franchi, eh bien, la guerre contre l'inflation est loin de se terminer. Elle s'annonce plutôt dure. Mais le gouvernement Bruno Tshibala ne s'avoue pas vaincu pour autant. Jusqu'où va le franc congolais? Quelles sont les tentatives de sauvetage essayées par le gouvernement? Eh bien, élément de réponse dans ces explications. Depuis plus d'une année, la monnaie congolaise connaît chaque jour une dépréciation devenue plus qu'inquiétante au regard de l'inflation enregistrée actuellement. Une inflation qui commence en effet en fin de règne de Matata Ponyo, qui s'installe confortablement sous Sami Badibanga et qui semble se pérenniser sous Bruno Tshibala au point d'avoisiner les 50%. Qui va donc sauver le franc congolais? Préoccupé, le gouvernement a essayé plusieurs recettes, dont les fameuses 28 mesures qui, malheureusement, n'arrivent pas jusque-là à stopper la détérioration du tissu économique de la RDC. Rien à faire, il faut se retourner vers l'extérieur pour avoir les capitaux frais, se dit Kinshasa. Prenant tout son courage, le gouvernement Bruno Tshibala tend la main à la communauté internationale et attend d'elle de l'aide pour sauver l'économie du Congo. Ici aussi, ça ne marche pas. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, bref, les institutions de Bretton Woods ne viennent pas à la rescousse du géant malade. Pendant ce temps, malgré le refus de débourser des fonds pour la RDC, une délégation du FMI séjourne à Kinshasa dans une mission strictement technique, limitée à s'enquérir de la bonne application de certaines réformes dans le secteur d'encadrement des recettes non fiscales. Non seulement le dollar américain prend de l'ascenseur, mais aussi le taux est flottant du jour au lendemain. Loin de se laisser abattre, le gouvernement congolais annonce déjà sa victoire prochaine sur la dégringolade de sa monnaie nationale. Alors que le billet vert a dépassé le cap de 1600 francs congolais, Kinshasa promet de ramener le taux de la devise américaine à 1000 francs congolais d'ici la fin de l'année.
En effet, après plusieurs tentatives de sauvetage abandonnées par la communauté internationale, la RDC ne peut plus compter que sur elle-même pour résoudre la problématique de la stabilisation d'assainissement de son économie. Le bureau central du recensement, BCR, dispose déjà d'une salle serveur de la deuxième phase de recensement général de la population et de l'habitat. Aménagé grâce à l'appui financier de la Banque mondiale et de la BAD et de l'UNFPA, l'ouvrage a été réceptionné le vendredi 14 juillet 2017 par le directeur général de l'Institut national de la statistique, INES. Les détails dans ce reportage signé Patience Vumilia Bokole et Étienne Kumba. Tous sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Remise des clés, poignée de main, c'est dans cette ambiance que le directeur général de l'Institut national de la statistique, Roger Chulungu, a réceptionné la salle serveur du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. À son tour, il a remis les clés au coordonnateur du bureau central du recensement. Aménagé grâce à l'appui technique et financier de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et du Fonds des Nations unies pour la population, cette salle serveur jouera un rôle déterminant dans la centralisation et le stockage des données démographiques lors du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo. Comme indiqué dans l'historique de recensement de notre pays, le premier recensement général de la population et de l'habitat date de 1984 et les données jusqu'à aujourd'hui qui sont en train d'être publiées sont faites sur base des projections et sont devenues obsolètes. Cette fois-ci, nous allons déployer les agents sur terrain pour procéder à la collecte des données sur base des questionnaires et en utilisant la nouvelle technologie de l'information et de la communication par des tablettes qui vont permettre les enquêteurs et les superviseurs de transmettre directement les données collectées au niveau des terrains au serveur principal qui est logé ici au site délimité. S'en est ensuite suivi la visite des installations. Après les explications sur les normes d'installation des matériels et d'électrification, les visiteurs ont assisté à une séance de simulation des détections et d'extinction d'incendies. L'aspect premier que nous avions pour les serveurs, c'est d'abord de les sécuriser. Tenant compte du secteur stratégique du serveur, les sécuriser de telle façon qu'il n'y ait pas perte, surtout la perte des données qui sont vraiment très importantes, comme celle que le directeur général venait de parler tantôt sur les recensements. C'est dans ce sens-là que vous avez vu toutes les simulations que nous avions faites, c'est pour sécuriser les serveurs en termes des données qui seront collectées et les données qui seront aussi sauvegardées. Ne disposant pas de données démographiques fiables, il est difficile au gouvernement congolais de planifier son développement. D'où l'importance du recensement de la population et de l'habitat. On n'a pas le choix et il n'y a pas d'excuse. Nous sommes dans l'obligation de pouvoir connaître avec précision le nombre de populations sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et les bénéfices seront énormes parce qu'à ce moment-là, on saura bien planifier les choses dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de l'économie, des infrastructures. On saura avec précision combien sommes-nous, où habitons-nous, dans quelles conditions. Donc là, on trouvera des réponses à beaucoup de questions que nous nous posons aujourd'hui. Pour plus de rapidité et de fiabilité des données dans le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, l'Institut national de la statistique a opté pour un recensement numérique. Gardons le cap sur les statistiques et découvrons les cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing et c'est avec Didi Mavambu Nombo Lopebe.
Tendance haussière pour le cours du pétrole au deuxième fixing du samedi 15 juillet dernier. À Londres, le baril de l'or noir a connu une hausse de 1,45% en se négociant à 49,07 $ américains et à New York, l'augmentation est évaluée à 1,46% en se négociant à 46,71 $ américains. Le cuivre a fini le week-end au vert avec une hausse de 0,11%. La tonne métrique du métal rouge a valu 5 853,50 $ américains. Après son ascension spectaculaire, le cours du cobalt a chuté sous la barre de 60 000 $ américains. La tonne s'est négociée à 59 160 $, soit une baisse de 0,94%. L'or a terminé la semaine avec une hausse de 0,81% en se négociant à 1226,60 $ américains l'once. Côté principaux produits céréaliers, la tendance est baissière en commençant par le prix du maïs qui a reculé de 2,92% en se négociant à 365 $ américains la tonne. Le cours du riz a chuté de 1,38% en valant 11,42 $ américains la tonne. Tendance baissière également pour le blé qui s'est négocié à 427 $ américains la tonne, le tout au dernier fixing du samedi 15 juillet 2017. Les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas payés en ce mois de juillet autour de 1425 francs congolais le dollar américain, contrairement à ce qui est convenu dans le budget de l'exercice 2017. Le gouvernement évoque comme raison pour ce désagrément la situation financière difficile que traverse le pays. Entre-temps, le Premier ministre Bruno Tshibala multiplie des réunions avec les syndicalistes pour trouver une solution à la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Cependant, il faut dire que l'actualisation du taux de change dans la paie des fonctionnaires de l'État ne pourra être effective qu'au mois d'octobre, car la préparation de la paie se fait pour 3 mois. Pendant ce temps, la pauvreté ronge le panier de la ménagère. Après quelques moments de trêve, nous voici renouant avec notre célèbre rubrique mot économique du jour. Et pour cette édition de Fiscalité et Développement, Priskase Kana Kinzonzi nous explique le mot pauvreté. Étymologiquement, la pauvreté vient du latin pauper qui veut dire pauvre. La pauvreté est donc un terme caractérisant la situation d'un individu, d'un groupe de personnes ou d'une société qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui permettre de satisfaire ses besoins fondamentaux et se développer normalement. Cependant, la pauvreté se réfère primitivement à l'accès à la nourriture, à l'eau potable, aux vêtements et au logement. Avec le progrès technologique et les développements des sociétés, elle concerne également l'accès à des ressources comme l'électricité et les communications. Et de manière générale, l'ensemble de conditions de vie, incluant l'accès à des soins de santé et à l'éducation. En économie, il existe 2 façons d'aborder la pauvreté absolue et la pauvreté relative. La pauvreté absolue est la situation de personnes qui ne disposent pas de la quantité minimale de biens et services permettant une vie normale. La pauvreté relative, quant à elle, s'établit par comparaison avec les niveaux de vie moyens du pays dans lequel on se trouve. On détermine d'abord le revenu médian, revenu qui partage la population en 2 parties égales. La pauvreté se définit alors par rapport à une proportion de ces revenus médians. Avec environ plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique est officiellement considérée par tous les indicateurs comme étant le continent le plus pauvre du monde. Mais paradoxalement, l'Afrique reste le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles, produits énergétiques, matières premières et produits agricoles. Mais l'exploitation de ces richesses est faite par des sociétés étrangères qui profitent du bas coût salarial d'une main-d'œuvre abondante et d'une pression fiscale très faible de la part des États. Peu de ces richesses africaines sont transformées sur place et sont donc exportées vers le pays industrialisé qui vendront en Afrique des produits finis. Ces richesses ne fournissent donc pas les minimums de travail pour la population. Ainsi, l'ignorance,
La corruption, la maladie, la malhonnêteté et la dépendance sont les facteurs de pauvreté en tant que problème social. Ces 5 plaies contribuent à leur tour aux facteurs secondaires tels que le manque de marché et d'infrastructures, la médiocrité des gouvernements et leurs dirigeants, le sous-emploi, les manques de compétences, l'absentéisme, le manque de capitaux et autres. L'éradication de ces 5 plaies devient ainsi une nécessité si l'on veut éliminer la pauvreté. En international, bientôt une zone de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Le traité commercial entre les deux parties sera mis en application le 21 septembre 2017. Annonce faite le 8 juillet dernier par Justin Trudeau et Jean-Claude Juncker, respectivement Premier ministre du Canada et président de la Commission européenne. Cadre choisi de l'annonce, le sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne. L'accord économique et commercial global dénommé Comprehensive Economic and Trade Agreement va dynamiser les échanges commerciaux de l'Union européenne et le Canada. Il vise à créer des emplois et contribuer à l'augmentation de la croissance et de nouveaux débouchés pour les entreprises. Le Canada constitue un vaste marché pour les exportations européennes, un pays riche en ressources naturelles dont l'Europe a besoin. Mais l'application du traité commercial est provisoire, cela dans la mesure où l'accord entrera en vigueur avant même d'être ratifié par les 38 parlements nationaux européens et régionaux. Les Français ont célébré le 228e anniversaire de la Révolution française, symbolisé principalement, vous le savez, par la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. À Kinshasa, l'ambassadeur Alain Rémy a convié compatriotes et amis congolais d'ailleurs à une réception en sa résidence à Gombe. À Paris, c'est le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées avec comme invité spécial et principal Donald Trump, président des États-Unis. Revivons cette journée avec Jean-Louis Niasekama. Fête nationale française ce 14 juillet à Paris sous les couleurs tricolores de l'Hexagone et de la bannière étoilée des États-Unis. C'est le 100e anniversaire de l'intervention de l'armée américaine en 1917 aux côtés des Alliés en France lors de la Première Guerre mondiale. 100 ans après, c'est presque 150 hommes de l'armée de terre, de mer, de l'air, ainsi que des Marines qui ouvrent le défilé militaire du 14 juillet. À leur passage, on se lève et leur commandant en chef, Donald Trump, les salue. Mais en toile de fond, il est surtout question d'une amitié de plus de 250 ans à l'époque où la France, par ses contingents militaires, appuyait la jeune nation américaine naissante dans ses guerres d'indépendance contre les Britanniques. En réalité, il est surtout question d'avenir entre les deux nations et le chef d'État français, Emmanuel Macron, tient à le souligner. Rien ne nous séparera jamais. Et pour Emmanuel Macron, sans le dire, l'avenir rime avec celui de la planète et donc de son climat. Son ambassadeur en RDC, Alain Rémy, l'a rappelé au soir du 14 juillet à l'occasion de la réception qu'il a offerte à sa résidence de la Gombe. Contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Un objectif ambitieux mais vital. Les changements climatiques sont, pour le diplomate français, un sujet d'inquiétude quotidienne. Chaque matin, je vois le niveau du fleuve Congo baisser. Pour soutenir l'accord de Paris, le président français lance une initiative pour sauver la planète, comme l'explique Alain Rémy. Paris vient de lancer, à la demande du président de la République, une nouvelle initiative, un plan climat qui s'appelle « Une planète, un plan » pour accélérer la transition énergétique et climatique de la France. En poste depuis 2 ans à Kinshasa, Alain Rémy est revenu sur la crise multiforme qui frappe la RDC et a exprimé sa compassion ainsi que sa solidarité aux Congolais. Pour toutes ces victimes
innocente. Et au-delà de l'assistance humanitaire évidente, nécessaire, je veux leur dire notre solidarité, notre amitié et notre soutien. Les relations franco-congolaises ont elles aussi toute une histoire. Et le meilleur est certainement à venir. Le contrôle citoyen, une réalité au sein des entités territoriales décentralisées de Kinshasa, ciblé dans le cadre du projet Profit Congo et financé par la Banque mondiale, la coopération britannique et le Royaume de Belgique. C'est depuis le lundi 10 juillet dernier que les bourgmestres des communes de la capitale concernées par le dit projet ont commencé à rendre compte de l'exécution du budget de l'exercice en cours dans leurs entités respectives. Et ce, à travers des tribunes d'expression populaire sur le budget participatif organisé en collaboration avec le COREF, à l'instar de la commune de Bumbu et de Kinseso. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Le Bureau central de coordination BESECO pour le compte du ministère des Informations, du ministère des Travaux publics et Reconstruction sollicite des offres souples et fermées de la part des candidats répondant aux qualifications requises pour les immeubles Kwango de la place Le Royal à Kinshasa-Gombe. Notez bien, un soumissionnaire déjà tributaire d'un des lots du marché des services d'entretien et de nettoyage de cet immeuble de la place Le Royal n'est pas éligible à la présente concurrence. Mais les variantes pourront être prises en considération. Découvrons ensemble les exigences en matière de qualification pour cet appel d'offres national dans ce commentaire signé Fabien Louboulou Bakayaka. Pour ce qui est des exigences financières et administratives, fournir une copie du registre des commerces et de l'enregistrement de l'identification nationale. Être en règle avec les cotisations à l'INSS jusqu'au 31 mai 2017, fournir les preuves de paiement ou l'attestation de régularité de l'INSS. Fournir l'attestation des situations fiscales en cours de validité signée conjointement par la DGI et la DGDA. Fournir la preuve de son existence légale, statut notarié, acte constitutif. En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter les documents exigés. En ce qui concerne la capacité technique et expérience, justifier d'au moins une référence dans les services d'entretien et de nettoyage des bâtiments et autres services similaires au cours des 3 dernières années. Les références doivent obligatoirement fournir au minimum les renseignements de base suivants: client, nom du projet et brève description, emplacement du projet, enveloppe financière, durée du projet, date des débuts et des fins des services d'entretien des jardins et des nettoyages rendus, bailleurs des fonds. Le service d'entretien proposé doit être conforme aux spécifications techniques en termes de qualité et d'exigence. Présenter la liste des matériels conformes à ceux exigés dans les spécifications techniques. Pour ce qui est des experts, les candidats doivent avoir un environnementaliste D6+5 et un chef d'équipe au moins D6+3 ayant tous les deux une expérience d'au moins 3 années dans les services d'entretien et de nettoyage et autres services similaires. Aucune marge de préférence ne sera appliquée. L'autorité contractante organisera, le vendredi 21 juillet 2017 à 10h locales, une visite du site du projet à laquelle seront invitées toutes les entreprises ayant acheté les dossiers d'appel d'offres. La participation à cette visite est obligatoire. La visite ne décharge cependant pas les candidats de son obligation de s'informer de toutes les contraintes d'accès et d'intervention sur le site et de les visiter de façon plus approfondie. Les coûts liés à cette visite sont à la charge du soumissionnaire. L'autorité contractante organisera une réunion préparatoire avec l'ensemble des soumissionnaires après la visite groupée du site des travaux. Cette réunion préparatoire aura lieu le même vendredi 21 juillet 2017 à 14h locales au siège du BESECO. Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être acheté en formulant une demande au BESECO contre un paiement non remboursable de $100 américains ou l'équivalent en francs congolais au taux du jour. Le paiement sera effectué par versement d'espèces au compte numéro
024 00 011 45 502 intitulé Projet BESECO auprès de la Standard Bank Kinshasa, code SWIFT SB ICCD KX. Les dossiers d'appel d'offres seront envoyés aux soumissionnaires contre présentation de la preuve de paiement par courrier ou courriel. Les frais d'envoi des dossiers aux acheteurs sont en sus et en charge de ces derniers. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le mardi 8 août 2017 à 15h locales. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours calendaires à compter de la date limite de soumission. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire d'offres d'un montant de $3 000 américains et valide pour une période de 30 jours après la date de l'expiration de la validité des offres, soit jusqu'au 6 décembre 2017. Le marché et toute la correspondance et la documentation relative au marché échangé entre les titulaires et l'autorité contractante sont rédigés en langue française. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui décident d'assister à la séance d'ouverture qui aura lieu le mardi 8 août 2017 à 15h30 à l'adresse ci-dessous. Bureau central de coordination BESECO, avenue Colonel Monjiba, numéro 372, concession Itex Africa, Kinshasa, Ngaliema, République démocratique du Congo. Bouclons ce chapitre BESECO par cette séance publique d'ouverture des plis consacrés au dossier d'appel d'offres nationales relatif à la fourniture des mobiliers scolaires dans 6 écoles primaires tenues à Kabambaré. Nous sommes là dans la province du Maniema dans le cadre du projet PRIS. Sous la présidence de Gaspard Kabongo, assisté d'Abeli Yafari, respectivement directeur technique et directeur administratif et financier ad intérim du BESECO. Cette séance s'est déroulée devant les représentants des soumissionnaires, signe que la transparence et l'équité restent de mise à la division passation des marchés du BESECO. Technologie, l'uranium est l'un des minéraux difficiles à exploiter au vu de son impact dramatique sur l'environnement. Comment alors lancer des projets d'exploitation de cette ressource radioactive? Eh bien, la question était sur la table de l'atelier organisé du 10 au 13 juillet dernier à Kinshasa. Muriel Loutima et Céline Bomba pour le reportage. La République démocratique du Congo accuse un déficit énergétique pour la réalisation de ses projets de développement, d'où la nécessité de diversifier les sources de l'énergie. Parmi ces sources, les recours à l'énergie nucléaire à des fins civiles et scientifiques. Réunis à Kinshasa du 10 au 13 juillet 2017, les experts de l'Agence internationale à l'énergie atomique AIEA et ceux de la RDC, ainsi que ceux venus d'une dizaine de pays africains, dont le Niger et le Nigeria, ont réfléchi sur les coûts régionaux de la gestion des cycles de vie des projets de l'uranium. Occasion pour le commissaire général à l'énergie atomique de Kinshasa, Vincent Lukanda, d'évoquer les pistes des sorties. En tout cas, c'est un sentiment de joie, parce que maintenant vous voyez que notre pays devient fréquentable au niveau régional et international. On nous fait confiance, nous pouvons organiser des cours de ce genre qui réunissent tous les Africains. Nous regorgeons de l'uranium et nous avons un problème énergétique. L'énergie. Il y a un déficit énergétique au Congo. Et ce déficit énergétique peut être aussi résolu en exploitant les possibilités que présente l'uranium, c'est-à-dire en nous lançant dans l'électronucléaire. De l'hydroélectricité vers l'électronucléaire, un pas décisif que la RDC compte franchir dans les tout prochains jours. C'est grâce au renforcement des capacités dont bénéficie le pays, à l'instar de ces séminaires de formation de 4 jours. Étant donné la sensibilité de l'uranium en termes de radioactivité, certaines entreprises minières invitées à ces forums ont partagé l'expérience déjà vécue à petite échelle. Nous sommes ici à Kinshasa sur invitation de l'Agence internationale à l'énergie atomique pour être formés sur la gestion du cycle de vie des projets de l'uranium. Alors à cet effet, cette formation nous a été vraiment très bénéfique, en ce sens que nous avions d'abord appris
comment faire l'étude d'impact environnemental et comment, de l'exploration jusqu'à la sortie du cake d'uranium, comment toutes les étapes là-bas nous ont mis vraiment ont fait en sorte que nous ayons une connaissance assez posée dans le domaine. Donc nous sommes à mesure de gérer tout ce cycle là-bas, toutes ces étapes là-bas, à l'aide de cette importante formation. L'électronucléaire reste un secteur important des développements économiques pour la RDC qui regorge d'énormes potentialités nucléaires. Ainsi prend fin cette édition de Fiscalité et Développement. Vous avez aimé cette émission. Dites merci à toute l'équipe technique de AGM et de votre chaîne. Un coucou particulier à tous les téléspectateurs qui nous suivent de Lumbashi. Nous sommes là dans le Haut-Katanga. Au revoir.